arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Vous connaissez la personne qui est à côté de moi. C'est un visage familier. C'est Adrien Desnouettes. Il était déjà venu deux fois pour parler de la même personne, mais autrement. D'abord dans un livre et ensuite via un documentaire qu'il a réalisé, qu'il a co-réalisé avec Thibaut Sève. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là où à un moment, comme je suis extrêmêmement curieux, on a bifurqué, on a fait une petite digression sur un autre acteur extraordinaire, important et fondamental, Brad Pitt, où il nous expliquait, Adrien, qu'ils étaient en train de travailler sur Brad Pitt. Il s'avère que le 16 octobre, sur Arte, sera diffusé donc le Brad Pitt, la revanche d'un blond. On va expliquer pourquoi ce sous-titre. Et donc, Adrien est de retour, il est là. Je remercie entre parenthèses Luc Adam pour apporter la conception de cette émission. Et puis, je suis très content que tu sois là, Adrien, pour la troisième fois pour discuter donc de Brad Pitt. Juste une question. J'allais te poser une question godardienne, j'allais te dire comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Écoute, ça va. Je me permets juste de dire, déjà de te remercier encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici. Et de rappeler peut-être à tes followers que l'acteur dont on avait parlé avant, c'était Jim Carrey. Voilà, parce que tu disais, on s'était déjà vu pour un acteur, mais c'était Jim Carrey. Je l'ai pas mentionné. Je sors. Alors, il faut savoir, moi, j'aime bien la transparence. Je sors d'un live de 5 heures la veille sur Godard et je crois que je me suis pas encore remonté. Tu as raison. D'ailleurs, je me suis dit, ça aurait été bien un jour que Jim Carrey tourne sur la direction de Godard, ça aurait donné un truc extraordinaire. Il y a une anecdote, Godard, Jim Carrey. Vas-y. Alors, c'est une grosse anecdote, mais je pense que en fait, c'est vrai. Godard avait vu Ace Ventura en Afrique, avait énormément aimé Ace Ventura en Afrique, et l'avait, je crois, dans un top 10, dont je n'ai jamais retrouvé la trace, mais l'anecdote est très connue, donc il y en a qui l'ont vu. Il l'avait mis dans un top 10 de l'année 95, Ace Ventura en Afrique, qui est quand même le plus chaotique et le plus anarchique de tous les films de Jim Carrey. Ce qui ne m'étonne pas du tout, parce que Godard était très fan du cinéma burlesque. Donc, à mon avis, il avait reconnu en Jim Carrey un très grand acteur burlesque. Voilà, c'est la petite anecdote godardienne. C'est extraordinaire parce que si je n'avais pas oublié de mentionner Jim Carrey, nous aurions jamais eu ça. Tu vois, il y a toujours un concours de circonstances. Et je te rappelle que Godard adorait les films de Norbert Carbonneau et il faut voir ce que c'est que les films de Norbert Carbonneau. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Ah, c'est un cinéaste des années 40, 50, qui a fait des comédies extrêmement, grassouillettes. Enfin, pour l'époque, elles étaient grassouillettes. Aujourd'hui, quand on les reverrait, on se dirait que c'est un peu plus fin, un peu plus subtil. Mais quand même. Et c'était un admirateur. Allez, on referme la parenthèse Godard Carré. Brad Pitt. Alors, la première question, c'est pas de savoir pourquoi vous avez travaillé avec Thibaut même si c'est toi qui as écrit le film. Juste, je vais reprendre un mot qui est utilisé dès le début de l'émission. L'émission d'ailleurs, le film commence sur l'émission d'Oprah Winfrey. C'est en 98, si je me trompe pas. Et puis Oprah Winfrey donc reçoit Brad Pitt, qu'il faut dire une beauté incroyable. Il y a quelque chose quand même. On va parler de ça aussi parce que tu vois, je viens de dire quelque chose qui l'a toujours accompagné, qui aurait pu le malmener. Et donc, il y a ce mot il y a une digression avec le film de David Fincher sur Benjamin Button où Cate Blanchett lui dit ce mot qui pourrait peut-être être le conducteur de l'émission, mais ce que tu peux être parfait. Et lui, le regard qu'il porte en tant qu'acteur, enfin en tant que personnage, c'est pas forcément un regard apaisé ou apaisant, c'est plutôt quelque chose qui est autre chose que ça, qui est le contraire. C'est ça, c'est vraiment ça. Vous avez travaillé autour de ce mot-là, perfection ? Bien sûr. On a travaillé. Alors, c'est marrant que tu soulignes ce moment-là du générique parce qu'il nous a demandé, ce qu'on appelle un pré-générique, un teaser, parce qu'il nous a donné du fil à retordre à ce moment-là. Mais oui, effectivement, l'idée, et c'est d'ailleurs en lien avec le titre et tout le projet, la revanche d'un blond, c'est la revanche d'un acteur dont aujourd'hui encore, alors qu'il approche de ses 60 ans, il les aura l'année prochaine, un acteur dont aujourd'hui encore, on aurait tendance à croire qu'il n'a été qu'une espèce de beauté, glamour, un peu superficiel, un acteur qu'on associe très très vite aux notions, même proverbialement, de beauté, plastique, voilà. Tout bêtement, si vous allez dans une émission de télé et que quelqu'un
va faire le beau, on va lui dire arrête de te prendre pour Brad Pitt, c'est devenu proverbial, la beauté physique et plastique de Brad Pitt. Si bien que toute sa carrière, il a eu à lutter contre cet enfermement, contre cette réputation, et donc contre cette perfection-là, cette perfection plastique. Et c'est pourquoi cette image-là dans Benjamin Button nous a retenu notre attention, c'est que Cate Blanchett, dans le film, lui dit à un moment « tu es tellement parfait ». Évidemment, elle le dit à son personnage parce que son personnage n'a jamais cessé de rajeunir pendant sa vie. Il a une vie inversée. Dans Benjamin Button, vous le savez, c'est devenu très connu aussi. Benjamin Button, c'est un vieux monsieur qui rajeunit. Or, il se trouve qu'elle l'a connu vieux monsieur, le personnage joué par Blanchett, et arrivé à ses 40 ans, donc au milieu de sa vie, elle le trouve extrêmement beau. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là du film, le film a cessé de faire des effets spéciaux sur Brad Pitt pour le vieillir, et on voit vraiment Brad Pitt. C'est-à-dire qu'on voit vraiment un Brad Pitt de 40, on est en 2007, il a 44, 43 ans. Et donc, il est très beau. Il est dans la force de l'âge. C'est un très beau Brad Pitt, effectivement. Sauf que le regard de Brad Pitt qui accueille cette remarque, tu es tellement beau, tu es tellement parfait, ici est teinté de mélancolie dans le film parce que Brad Pitt sait qu'en fait, la courbe de leurs âges vont s'inverser. Mais ce qui est très beau, c'est aussi de se dire que c'est peut-être teinté de mélancolie dans le regard de l'acteur. Puisque Brad Pitt, je vous le disais, à toute sa carrière durant, et j'imagine qu'on va en parler, à toute sa carrière durant, essayé de démentir cette réduction de son talent à sa photogénie et à son glamour. Donc, le moment où il accuse de manière un peu mélancolique et presque triste le fait qu'on lui dise qu'il est parfait, c'est quelque chose qui nous ramène, évidemment, à cette notion de glamour et de superficialité qu'il a eu à subir, lui, en tant qu'acteur, toute sa carrière. Donc, je pense que ça t'a marqué pour ça, et c'est évidemment là qu'on passe, c'est de là qu'on commence. C'est-à-dire que, selon moi, ça c'est vraiment mon approche personnelle, quand vous approchez des figures aussi populaires, aussi énormissimes que Jim Carrey, que Brad Pitt, en fait, il ne faut surtout pas chercher à trouver un point de vue original. Au contraire, il faut partir de l'évidence. Jim Carrey, c'est vulgaire. Jim Carrey, c'est de l'excès. Il faut partir de la grimace et de cet excès-là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, Brad Pitt, c'est exactement de la même manière. Brad Pitt, c'est quoi? Faut pas essayer de trouver d'abord quelque chose d'original à dire. Faut d'abord dire que Brad Pitt, ça a été du glamour. Peut-être la présence la plus glamour avec Sharon Stone dans les années 90, et que c'est de ce glamour-là qu'il faut partir. C'est de ce phénomène-là qu'il faut partir pour ensuite vous surprendre. Et c'est bien pour ça qu'on commence par la présence presque gênante et extrêmement glamoureuse de Brad Pitt dans les années 90, et en particulier dans une émission chez Oprah Winfrey en 98, où en fait on ne parle de lui que comme présence glamour. Pourquoi? Parce qu'il est en train de présenter le film Rencontre avec Joe Black, qui est une espèce de caricature de ce qu'il a pu être comme Barbie Boy dans les années 90. Je vais te poser une question qui est extrêmement provocatrice, pour le coup. Mais c'est pas grave, c'est pour avoir ton retour là-dessus. Est-ce que Brad Pitt, pour toi, c'est un bon comédien au sens où il a apporté un style qui lui est propre? Excellente question. Excellente question. Excellente question parce que je vais d'abord t'apporter une réponse qui va paraître un peu brutale et ensuite je la nuancerai. Est-ce que Brad Pitt est un bon comédien? Non. J'aurais tendance à dire non. Et j'aurais tendance à dire non et qu'il le sait qu'il n'est pas un bon comédien. J'argumente. Brad Pitt, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on raconte la chose, Brad Pitt, il est découvert, non pas pour ses qualités d'acteur, il est découvert pour ses qualités plastiques. Il a fait la publicité de quelque chose qui était l'idéal d'une figure qui était celle de cette espèce de néo-cowboy sorti d'une publicité Levi's. D'ailleurs, c'est un peu l'une des révélations du documentaire, je ne devrais pas le dire, mais c'est là qu'on le découvre. C'est dans une publicité Levi's où il ne parle même pas, en fait, il fait le mannequin. Et c'est comme ça qu'on le découvre. C'est pas du tout pour ses qualités de jeu. Et d'ailleurs, Brad Pitt mettra extrêmement longtemps avant de convaincre le public, mais aussi lui-même, qu'il a des qualités de jeu. Là, je fais une incise. Ce qu'on appelle avoir des qualités de jeu quand on est un acteur, c'est-à-dire dans les préjugés les plus communs, les lieux communs, vous savez, un acteur, on a tendance à dire « Oh, qu'est-ce qu'il est bon acteur !» Il est capable de se glisser dans tous les personnages. Typiquement, c'est un héritage, vous savez, de l'acteur studio, c'est un héritage de toute une génération de comédiens post-classiques qui, à partir de Marlon Brando et James Dean, et puis surtout avec Robert De Niro, Al Pacino, puis aujourd'hui quelqu'un, par exemple, comme Leonardo DiCaprio, ont développé une technicité qui leur permet effectivement d'avoir une grande variabilité de jeu. C'est ce qu'on appelle des acteurs de composition. Ils sont vraiment capables de tout faire. Brad Pitt n'appartient absolument pas à cette catégorie d'acteurs. Brad Pitt, il appartient à une histoire qui est presque une histoire plus classique, qui est celle des monstres du cinéma. Des grandes stars qui apparaissent à l'écran parce qu'on veut les voir elles.
C'est-à-dire que Cary Grant, qui aurait pu, je pense, par son talent, être un acteur de composition. Cary Grant, il n'a pas du tout suivi une carrière d'acteur de composition. Cary Grant, on l'appelait pour faire du Cary Grant, parce qu'il était la star Cary Grant, et c'est comme ça qu'on l'aimait. Eh bien, Brad Pitt, c'est exactement ce type de présence-là. Je vais être encore plus provocateur, moi aussi, en disant que l'histoire à laquelle il appartient, c'est pas celle de Cary Grant. C'est pas celle d'une espèce de vivacité et de célérité de jeu que pouvaient avoir des Cary Grant, des Katharine Hepburn et des grands acteurs comme ça. Brad Pitt, pour moi, il appartient à l'histoire de Marilyn Monroe. C'est-à-dire l'histoire des corps extrêmement glamour. D'un glamour tellement total qu'il en devient presque exagéré, excessif et donc cartoonesque. La présence de Brad Pitt, le glamour de Brad Pitt dans les années 90, c'est un glamour qui est en fait post-glamour. Il vient citer toute une nouvelle génération d'héritiers du glamour des années 50 de Marilyn Monroe. Mais c'est la même blondeur en fait, c'est exactement la même blondeur qu'on va vendre. C'est-à-dire que quand Sharon Stone arrive et explose avec Basic Instinct en 92 dans un film de Paul Verhoeven qui en fait nous refait un Vertigo. Il nous refait un Vertigo en nous disant « Je suis un héritier d'Hitchcock ». Mais on va cette fois-ci ouvrir la blonde, on va vous en montrer encore plus, on va vous montrer une blonde au carré. Et bien en fait Brad Pitt arrive exactement au même moment et va connaître exactement le même sort dans les années 90. Il va devenir la publicité d'un glamour postmoderne. Sauf que lui, il va en être plutôt insatisfait de cette figure-là. Quand je vous dis qu'il va être la publicité d'un glamour postmoderne, c'est-à-dire que des films comme C'est au Tibet, comme Légende d'automne, comme Et au milieu coule une rivière, comme surtout Rencontre avec Joe Black, où il est toujours peroxydé, on doit toujours souligner qu'il n'est pas juste blond naturellement, il est le plus blond des plus blonds, il est le blond hitchcockien. Eh bien, tous ces films-là vont évidemment alimenter un préjugé toujours valide, qui est que Brad Pitt n'est qu'une espèce de présence glamour et presque féminine, en fait, dans la façon qu'on va avoir de le filmer. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, pour répondre à la question, a-t-il été un bon acteur? Non. Si vous renvoyez tous les films que je viens de vous citer là, il n'est pas un bon acteur, Brad Pitt. Il a, je veux dire, il a très très peu de technicité, et il le reconnaissait. Et c'est là que sa carrière devient extrêmement intéressante, parce que Brad Pitt, comment il règle ce problème? C'est un vrai problème, parce qu'il sait qu'en fait, le moment où il va vieillir, et le moment où tout simplement, c'est un vrai problème parce qu'il n'aspire pas qu'à être une simple présence qui fait la publicité du cinéma commercial. Il a envie d'avoir une vraie belle carrière. C'est peut-être une autre dimension qu'elle arrive avec les questions, mais Brad Pitt, c'est d'abord un cinéphile. Il vient au cinéma parce qu'il a envie de refaire du cinéma des années 70 comme dans son enfance, dans tout ce qu'il a vu. Et donc, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre qu'en fait, il doit assumer d'être une présence hollywoodienne, mais à la condition d'être filmé comme tel par de grands cinéastes. Et donc, le premier grand break-up de sa carrière, c'est Seven, où il rencontre quelqu'un qui a exactement le même âge que lui, David Fincher, 1963, qui lui aspire à faire du cinéma des années 70, Hitchcocko Pacula, en gros. Alors là, c'est vraiment pour les très précis de la cinéphilie, mais c'est une chaîne cinéphile. Bon, si vous voulez comprendre l'œuvre de Fincher, il faut aller revoir Hitchcock et il faut aller voir Alan Pakula. Et donc, en gros, Brad Pitt, c'est ses références à lui. Et Fincher, il comprend bien, Pakula, c'est les hommes du président, hein. Et Fincher, il comprend bien qu'en fait, il vient de trouver son Robert Redford, c'est-à-dire quelqu'un qui est certes extrêmement glamour et qui attire le public de par sa présence, mais qui aspire à faire beaucoup plus que ça. Et qui aspire à être utilisé en tant que figure par des cinéastes qui savent comment le prendre. Et c'est pour ça qu'il va énormément bien s'entendre avec les cinéastes de sa génération, Brad Pitt. David Fincher, né en 1963 comme lui. Andrew Dominik, qui fera l'assassinat de Jesse James, né en 63 comme lui. Quentin Tarantino, qui évidemment fera 2 films avec lui, né en 63 comme lui. En fait, c'est les héritiers postmodernes de Hitchcock qui vont très très bien comprendre comment utiliser cette blonde au masculin. Donc non, Brad Pitt n'est pas un très grand acteur de par sa technicité. Et je termine là-dessus. Et je vais rendre honneur d'ailleurs pour rendre à César ce qu'est à César, mon co-réalisateur Thibaut Sèvres, qui ne vient pas de la cinéphilie, mais qui vient du documentaire. Depuis le début de cette aventure où on a fait un film ensemble sur Brad Pitt, un documentaire, il me dit, en fait, lui, il dit à côté, quand les gens lui disent est-ce que tu aimes bien Brad Pitt, qu'est-ce que tu penses de ce qui va arriver et tout, il n'arrêtait pas de dire ce truc, il disait, moi, je pense que Brad Pitt, le meilleur est à venir. Et moi, ça m'énervait, parce que je considère que déjà, Brad Pitt a la plus belle carrière des acteurs de sa génération. On y reviendra. Et ça m'énervait, en fait, qu'on dise non, le meilleur est à venir, comme si on dénigrait avant. Et en fait, je pense qu'il a raison. Je pense que je viens de prendre conscience tout dernièrement qu'il a raison. En fait, Brad Pitt a tellement prouvé à tout le monde, on y reviendra, et c'est ce que raconte le documentaire, la revanche. Il a tellement prouvé à tout le monde que oui, il avait eu une gestion de carrière et de son image absolument de maestro et de virtuose du cinéma, que maintenant, il n'a plus rien à prouver. Et en fait, maintenant, effectivement, je pense qu'il s'est tellement réconcilié avec son image qu'un petit peu comme dans Once Upon a Time in Hollywood, où déjà, il avait commencé à se réconcilier avec tout ça,
en fait, maintenant, il peut vraiment jouer de manière beaucoup plus libre qu'avant avec ce qu'il incarne. Et c'est pourquoi j'attends énormément Babylone de Damien Chazelle. Et c'est pourquoi j'ai bien aimé Bullet Train, où il accepte complètement d'être une espèce de présence cartoonesque, cette fois-ci au sens littéral. Bien sûr que vous allez me frapper, me taper la gueule et on va me salir, parce que c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Qu'on démente mon glamour. Et je trouve que Brad Pitt, en fait, dans les films, est vraiment, cette fois-ci, un meilleur acteur qu'avant. Avant, il était conscient de sa place, et donc il se mettait au service d'une mise en scène qui servait. Là, maintenant, je pense qu'il est vraiment carrément un bon acteur. C'est-à-dire que dans Bullet Train, quand il est dans l'image, le film s'accélère, tout devient bon. Quand il n'est pas dans l'image, c'est moins bon. J'ai vu la bande-annonce de Babylone de Damien Chazelle. En 2-3 images, on comprend qu'il va être très très bon. Probablement l'un des meilleurs acteurs du film. Ce que je n'aurais pas dit il y a 5 ou 10 ans. Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question. Il y a aussi quelque chose, pratiquement, c'est même pas pratiquement, c'est dans les dernières secondes de votre film, à Thibaut et toi, c'est cette voix off cette voix féminine qui dit que Brad Pitt est arrivé là où il est arrivé grâce à 2 choses. Parce que premièrement, il n'a pas trahi le gamin qu'il était du Missouri, d'Ozark. C'est très important ça, parce que ça a des connexions aussi avec, en tout cas vous dites dans le film que ça a des connexions aussi avec sa filmographie, dont Seven par exemple. Et deuxième chose, et moi ça m'avait vraiment, pour le coup, je vais donner un mot très très fort, estomaqué, parce que vous parlez de son rapport important, vital avec le cinéma. Je t'avouerai que je n'ai jamais vu ça en lui. Alors je vois que c'est pour moi c'est comme tu le dis, un très bon acteur, mais dès le début j'avais vu qu'il y avait quelque chose dans Seven qui était passionnant, mais j'avais pas réfléchi comme toi, et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, même Thibaut, ce que dit Thibaut, mais j'avais pas vu que en fait le cinéma c'est tout, c'est sa vie. Et récemment, pardon de l'exemple, mais tu vas comprendre pourquoi. Récemment, je regardais par hasard, je suis tombé sur la boîte à questions, ça existe encore sur Canal, et ils étaient invités. Il y avait une partie de l'équipe comme ça, des comédiens qui étaient invités de Bullet Train. Et je sais plus c'est quoi la question, mais je crois qu'il y avait c'était du genre vos références dans le cinéma, là, votre cinéphilie. Et Brad Pitt, il te dit un truc, il calme tout le monde. Même moi, il me calme en me disant, non, moi, il y en a un, c'est Jacques Tati. Là, ça calme. Et il parle de ça, il dit, et d'ailleurs, dans le film, il y a des moments tatiesques. Et donc, c'est ça, cette notion de ne jamais avoir trahi le gamin qu'il a été, donc peut-être, je pense, ne n'avoir jamais trahi le cinéphile qu'il a été, en fait. Donc, c'est ça. Comment vous avez vu ce que moi, j'ai pas su voir ou pas pu voir, à savoir que le cinéma, c'est le noyau central de tout chez lui? Alors, très bonne question, et je suis désolé, mais je vais encore y répondre par un tunnel que je vais essayer de rendre le plus divertissant, et le plus intéressant et le plus personnel. Mais tu as totalement mis le doigt sur, en fait, l'un des enjeux qui m'ont poussé à proposer ce projet à Arte. Pourquoi faire un film à Arte sur Brad Pitt, encore, qui a l'air d'être une espèce de méga star, donc que l'on ne connaît que par le biais des tabloïds et des buzz autour de ses relations féminines. Pourquoi Brad Pitt? Eh bien, tout simplement parce que ce que tu as réalisé avec ce film, et j'en suis très fier, que tu te dises, tiens, mais j'avais jamais vu, en fait, à quel point il était cinéphile. En fait, si vous êtes, alors, je ne préjuge pas du tout de ta cinéphilie, Samir, mais si tu es un peu cinéphile et que tu t'intéresses un peu au cinéma américain, tu t'es rendu compte que depuis le milieu des années 2000, Brad Pitt a fait un virage de carrière absolument unique, quasiment dans l'histoire du cinéma, pour une star de son gabarit. Je m'explique. Brad Pitt, tu le connais des années 90 pour tous les films que j'ai cités tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a Fight Club, on y reviendra peut-être. Et puis ensuite, il y a des films un peu plus bourrins, un peu plus dans l'autodérision, des films comme Snatch. Il va se mettre à faire la série des Oceans, tu sais, avec toute cette kyrielle de stars dont il est à la tête. Très bien d'ailleurs, qui est très sympa d'ailleurs, qui est très intéressant. Il développe cette image très cool. Et puis voilà, on reste dans une espèce d'image d'hyperstar. Et puis arrive, selon moi, ce qui est un point de bascule. Milieu des années 2000, c'est 3 de Wolfgang Peterson, qui est un énorme blockbuster. Il se range dans les 5 premiers blockbusters de l'année au box-office. Bref, c'est un énorme succès. Et en fait, si tu compares un petit peu ce qui se passe dans la carrière de Brad Pitt à ce moment-là, avec toutes les stars de son gabarit, Tom Cruise, Johnny Depp, tu te rends compte qu'ils font tous la même chose. Ils se mettent tous, à partir de 2004-2005, à faire des blockbusters énormes. Et même d'ailleurs, on se rend compte que ça marche tellement bien que les blockbusters deviennent des séries de blockbusters. C'est le moment où tu sais où Tom Cruise arrête complètement de travailler avec des grands auteurs, le dernier étant Spielberg, et se met qu'à faire ne se fait plus qu'à faire des missions impossibles. C'est le moment où Johnny Depp ne devient plus que Jack Sparrow.
Et Brad Pitt, à ce moment-là, moi, jeune spectateur de 15 ans, je suis extrêmement surpris. Moi, j'ai vu 3, tu vois. Et je suis extrêmement surpris de voir le film d'après. Déjà, il fait une bonne pause. Et derrière, il sort 2 films. Babel, de Iñárritu, qui est selon moi un mauvais film, mais qui indique quand même qu'il va tourner avec Iñárritu. Et surtout, il fait ce film incroyable, qui est passé complètement sous les radars à l'époque, qui est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, par un cinéaste australien qui s'appelle Andrew Dominik, que personne ne connaît. Personne ne connaît de fait parce qu'il avait fait un seul film qui s'appelait avec Eric Bana. Oui, c'est sur le tueur en série. Que Brad Pitt avait repéré. Or, il se trouve, et je me souviens que j'avais été triplement surpris que Brad Pitt joue dans un western aussi élégiaque, aussi auteuriste, aussi confidentiel en fait, et de fait, il n'a pas du tout marché. J'avais été surpris qu'il aille chercher ce cinéaste que je connaissais pas, et j'avais été surpris qu'il ait produit le film. Parce qu'à la fin, j'avais vu produit par Brad Pitt. Et j'ai compris à ce moment-là que Plan B, qu'on commençait à voir à l'époque, était la société de production de Brad Pitt. Et en fait, c'est complètement ce qui s'est passé à ce moment-là de sa carrière. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé Plan B juste avant 3. Il a commencé à chercher à collaborer avec des grands réalisateurs. Et en fait, ce qu'il avait fini par comprendre au sortir des années 90, à savoir que quand il était avec David Fincher, il était excellent. Et quand il était avec les autres, il n'était pas juste moyen, il était très mauvais. Il a fini par comprendre qu'il fallait qu'il se laisse séduire par des portraitistes de génie, de talent. Et donc, il a fini par comprendre que contrairement à Tom Cruise et Johnny Depp, qui ne feraient plus que du blockbuster, lui n'allait plus du tout faire de blockbuster. Il ne va plus que collaborer avec Fincher, Andrew Dominik, Tarantino, Terrence Malick. Là, déjà, on arrive en 2011, on comprend très très bien ce qu'est en train de faire Brad Pitt. Et si vous êtes un cinéphile même moyen, vous commencez à beaucoup voir Brad Pitt sur le tapis rouge de Cannes. Tom Cruise, quand il arrive à Cannes en 2022, ça fait depuis, je crois, le début des années 90 qu'il n'était pas venu à Cannes. Ce qui en dit long, en fait, sur la trajectoire de carrière. Brad Pitt a cherché à faire le lien tout seul, parce qu'il pouvait le faire de par son aura, entre le cinéma commercial hollywoodien et le cinéma d'auteur, en fait. Et il a très très vite compris que son aura de superstar allait lui servir, en fait, à soutenir le cinéma qu'il avait envie de soutenir et qu'il avait envie de défendre. Pourquoi? Et c'est là qu'on en revient à la première partie de ta question. Tout simplement parce que Brad Pitt, c'est un gamin qui a grandi dans le Missouri, qui est une petite partie du Midwest, qui fait encore partie de la Bible Belt. Vous savez, la Bible Belt, c'est cette vaste région des États-Unis sous emprise puritaine, très croyante, très fervente. Et Brad Pitt grandit dans une famille clairement de l'Église baptiste, hein, qui est la branche la plus puritaine du protestantisme. Et donc, Brad Pitt, en fait, ne connaît absolument pas le monde extérieur. Le jour où il prend sa voiture à la sortie de l'université à 22 ans ou 23 ans et qu'il part à Hollywood, en voiture, pas en avion, il n'a jamais pris l'avion, il n'est jamais sorti du Missouri, il n'a jamais vu Los Angeles, et bien évidemment jamais sorti des États-Unis d'Amérique. Et donc, qu'est-ce qui lui a apporté un peu de l'exotisme qui va cultiver sa curiosité? Eh bien, c'est le cinéma. C'est un gamin qui est né en 1963, c'est un gamin que les parents foutaient au cinéma l'après-midi à partir de 8 ans, et pendant vous savez, les séances s'enchaînaient à l'époque, et puis tu regardais 5 séances pendant que maman allait faire les courses et papa allait faire son sport. C'est comme ça qu'on se débarrassait des gamins. Et Brad Pitt, en fait, a grandi devant des écrans de cinéma. Et il le dit lui-même, il le dit. Mon émotion de cinéma numéro 1, ça a été Butch Cassidy et le Kid. Or, dans Butch Cassidy et le Kid, il y a qui? Robert Redford, qui est une espèce de... Il y a une hérédité entre Robert Redford et Brad Pitt. Ne serait-ce que par la ressemblance, mais aussi parce qu'ils vont faire de leur propre carrière. Défendre le cinéma indépendant en mettant leur poids lourd d'hyperstars au service de films fragiles. Robert Redford en faisant Sundance, Brad Pitt en faisant Plan B. Et donc voilà comment on comprend un peu mieux Brad Pitt. On comprend mieux sa décision d'aller à Hollywood. Déjà, c'est pour sortir du Missouri et d'une carrière de journaliste local ou de repreneur de la boîte de routier de son père. Donc en fait, une carrière locale. Parce que vont connaître d'ailleurs son frère et sa sœur. Ça, c'est une dimension que je n'analyse pas dans le docu, mais j'ai vraiment voulu. Son frère, en fait, a connu le succès, mais localement. Il est millionnaire et tout ça, mais localement. Il est adoré dans la ville, pas du tout Brad Pitt, parce que Brad Pitt est considéré comme un espèce de déserteur. Vous savez, c'est un peu la mentalité chauvine. Brad Pitt, c'est la hyperstar. Oui, non, mais lui, c'est Hollywood. Lui, c'est la politique. Ce qui est faux, hein, Brad Pitt n'est pas du tout quelqu'un qui affiche ses opinions politiques. Mais disons qu'avec Angelina Jolie, tout ça, il a pu montrer sa sympathie envers la cause du réchauffement climatique, envers la cause des homosexuels, et ça a été très mal perçu. Bon bref, il a été taxé d'hollywoodien, et donc il est plutôt mal perçu en fait à Springfield, là d'où il vient. C'était tout l'inverse de son frère. Tout ça pour dire que Brad Pitt c'est pas du tout logique en fait. Brad Pitt n'est pas un enfant star comme Leonardo DiCaprio, comme Jodie Foster, qui ont grandi à Hollywood et qui ont fait leur carrière parce que c'est comme ça, ils ont grandi dans l'image. Brad Pitt, pas du tout. Pas du tout, du tout.
c'est un bouseux quand il arrive. C'est vraiment un bouseux. Et quand il commence à faire ses premières sitcoms, ses premières pubs, ses premières apparitions dans Dallas, c'est génial pour lui. Il adore. Sauf que très vite, il se rend compte que tout ça, c'était de la merde. Et il a envie de se rapprocher des grands cinéastes. Donc voilà d'où vient Brad Pitt. Et voilà pourquoi il devient l'égérie de Fincher. Pas simplement parce que Fincher a trouvé son Robert Redford, mais l'anecdote est passionnante. En fait, Brad Pitt est une hyperstar tout de suite à la sortie de Thelma et Louise. Ça marche immédiatement. En fait, il y a une espèce de magnétisme à l'écran, comme Sharon Stone, je le comparais à elle. Tout de suite, on a envie de voir Brad Pitt. Immédiatement, il devient millionnaire. Immédiatement, on lui propose des cinquantaines de scénarios par jour. Et parmi les cinquantaines de scénarios par jour, à la sortie de, grosso modo, et au milieu coule une rivière, il y en a un, une espèce de buddy movie particulièrement noir, qui s'appelle déjà Seven, et qu'il rejette tout de suite. Ah non, j'ai pas envie de faire du buddy movie, c'est bon, tout le monde a fait ça, c'est complètement formaté, c'est pas ça qui va me changer, mon image. Et puis la légende veut qu'un ami qui était là lui dise non, lis-le quand même, moi je l'ai lu ce truc, c'est quand même bien dark à la fin, ça peut te plaire. Il le lit, il décide de rencontrer le jeune réel qui défend ça, David Fincher. Et là, évidemment, c'est un crush de cinéphilie, les deux se mettent bord à bord autour d'une table et discutent pendant des heures de leur cinéphilie et de ce qu'ils ont aimé petit. Et alors Brad Pitt dit, putain, j'ai rencontré quelqu'un qui avait exactement la même sensibilité que moi, mais qui savait mieux l'exprimer. Et donc, il n'a jamais cessé de se rapprocher de ces gens-là, des gens qui avaient la même cinéphilie que lui, mais qui avaient le talent de pouvoir le mettre en scène. Et je fais une incise, c'est une grande sagesse, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre à son crédit. Brad Pitt est extrêmement humble comme acteur. C'est quelqu'un qui a su que sa place, le soutien qu'il pourrait apporter au cinéma, eh bien, c'était juste une position de soutien, de grand mécène, de par son image en étant dans les films, parce que Brad Pitt, à l'affiche d'un film, c'est un film qui ne connaît pas du tout la même destinée commerciale que s'il n'était pas là, et de par la production. En fait, c'est mettre les auteurs dans les meilleures conditions possibles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Brad Pitt n'a pas cherché à faire des films. Il a bien compris où était sa place, il a bien compris qu'en travaillant avec David Fincher, qui est une maniaquerie d'un perfectionnisme incroyable, en travaillant avec Tarantino, pareil, en travaillant avec Terrence Malick, pareil, il a bien compris que lui n'allait pas devenir un metteur en scène. Lui n'était que l'objet, la créature qu'on avait envie de regarder. Et donc que son art allait être de savoir se mettre en scène en se mettant au service de la mise en scène des autres. Et voilà pourquoi Brad Pitt a la carrière la plus cinéphile et pourquoi c'est intéressant de voir qu'il part d'une intéressant de voir qu'il part d'une région où le cinéma était la seule porte de sortie. Et donc, il est extrêmement cinéphile. Et j'ajoute à la boîte à questions que j'avais évidemment vue, son intervention dans Combini. Il y a une émission Combini, vous savez, Vidéo Club. Il y a un truc qui est très connu qui s'appelle Vidéo Club. Et ils ont eu Brad Pitt pour la promo de Bullet Train. C'est génial qu'ils aient Brad Pitt. Et en même temps, c'est génial et c'est pas du tout étonnant parce que Brad Pitt est un cinéphile. Et de plus en plus, il assume de le montrer parce que je vous disais de même que Brad Pitt s'est apaisé par rapport à sa propre image. Il a aussi pris beaucoup plus confiance dans sa prise de parole. Dans les années 90, c'est catastrophique de regarder des interviews de Brad Pitt. Il est ultra mal à l'aise. Et d'ailleurs, ça a été un gros problème au montage. Quand vous passez de Jim Carrey, qui devient une machine à chaque interview, et que vous passez à l'huître Brad Pitt dans les années 90 qui ne veut pas parler, c'est horrible. D'ailleurs, ça a été un gros problème au moment du documentaire. Moi, ça m'a mis ça m'a fichu des insomnies pendant les 2 premiers mois de montage. Et donc, il s'est beaucoup plus relâché par rapport à ça. Et aujourd'hui, on voit le cinéphile qu'il est, Brad Pitt. Brad Pitt, il a tout vu. Hein. C'est un cinéphile du même niveau que... c'est un binge-watcher et un cinéphile du même niveau que Fincher et Tarantino. Et c'est pour ça que ces mecs-là s'entendent aussi bien avec lui. Ils sont copains, mais ils sont copains parce qu'ils ont la même âme. Ils ont l'âme d'admiration, une âme d'admirateur des films. Et ils savent en plus absolument où ils se situent dans l'histoire du cinéma. Ils savent qu'ils se situent après. Et donc que ce sont des espèces de cinéphiles petits frères. Et ça, ils le savent très bien. Brad Pitt, petit frère de Robert Redford, Fincher, petit frère de Coppola, Tarantino, petit frère de Sergio Leone, qui lui-même était un petit frère de John Ford. Ils le savent tous. Ils ont une parfaite conscience de leur situation dans l'histoire du cinéma. C'est des gens beaucoup moins stupides qu'on ne le pense. Alors évidemment, pour les auditeurs de ta chaîne, je pense qu'ils le savent, que Fincher et Tarantino sont loin d'être stupides. Mais là, je le dis même pour Brad Pitt. Brad Pitt est quelqu'un qui a une intelligence de sa carrière incroyable. Si vous regardez sa carrière depuis 3, je vous mets au défi de trouver un acteur de sa génération qui a le même CV. C'est-à-dire qui a la même capacité de savoir avec qui il va falloir se mettre pour faire de sa carrière un chef-d'œuvre de carrière d'acteur. Regardez ce qu'il fait quand il fait avec les frères Coen. Quand il joue un pur idiot, quasiment digne de Dumb and Dumber, dans Burn After Reading. Quel acteur de son calibre est capable de jouer un truc pareil? Et là, c'est là qu'on retouche à ses capacités d'acteur.
Il n'est pas bon dans les nuances fines. Il n'est pas bon dans le registre sophistiqué, parce qu'en fait, il ne s'est jamais décroté de ce qu'il était, à savoir un bon gars du Missouri. Mais dans les registres excessifs, souvenez-vous, présence d'un glamour excessif. Marilyn Monroe, présence excessive. Eh bien, en fait, ces corps-là, dans les registres excessifs, ils sont hyper à l'aise. Marilyn Monroe était hyper à l'aise dans la comédie parce qu'elle avait le rythme. Et la comédie est un langage de l'excès, c'est un langage du cartoon, surtout dans les années 50. Et ça, elle l'avait parfaitement compris, Marilyn Monroe. Elle est très bonne dans la comédie. Eh bien, Brad Pitt, c'est exactement pareil. C'est pourquoi la comédie va très vite devenir son genre, son registre de prédilection à partir de Fight Club. Il faut bien rappeler qu'il est une comédie. Fight Club est une comédie d'une très grande ironie, d'une très grande noirceur. Et c'est une comédie, Fight Club. Comédie post-moderne, mais c'est une comédie. Et bien, à partir de là, Brad Pitt va très bien comprendre qu'il est très bon dans l'excès. Et donc, dans l'idiotie purement américaine qui a rebourgeonné dans les années 90 avec Dumb and Dumber, avec les Farrelly. Il est très, très bon en idiot. Et pour savoir ça, il faut une intelligence de son propre talent, de ses propres limites, de ses propres forces et de ce qu'on a envie d'apporter dans le cinéma américain. Et ça, je vous mets au défi, une fois encore, de trouver un acteur de sa génération et de son calibre qui a une telle carrière. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre Brad Pitt à l'aune de sa cinéphilie. Brad Pitt est un acteur cinéphile. Voilà, je pense qu'on a un peu répondu à les deux questions. C'est un acteur cinéphile, mais c'est un acteur, comme vous le montrez dans le film, qui d'ailleurs sera diffusé le 16 octobre sur Arte. C'est aussi un acteur qui, à partir de 2010-2011, commence, comme tu disais, à vouloir produire des films, mais aussi il regarde l'Amérique. Donc, il regarde aussi le monde. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en plus de sa cinéphilie, c'était aussi quelqu'un qui se permet de dire des choses qui, parfois même des choses qu'il a vécues quand il était enfant, voire adolescent, et il se permet aussi de contredire ces choses-là. Et d'ailleurs, il y a une petite interview, ça parle de ça. Et est-ce qu'il était aussi important pour toi de mettre en avant cela? Et puis surtout, je voudrais simplement te demander, dans sa génération, tu citais Tom Cruise, tu citais aussi un autre acteur, Johnny Depp. Mais est-ce que tu comprends pour quelles raisons ces acteurs-là n'ont pas à un moment décidé d'avoir aussi cette même carrière que Brad Pitt, c'est-à-dire ne pas forcément sombrer dans une forme de facilité? Et aussi peut-être s'intéresser un peu plus dans de pas être dans la facilité, quoi, de pas être dans la facilité. Comment tu peux est-ce qu'il est unique dans sa génération, Brad Pitt? Donc le côté regard sur le monde sociétal et donc ce qu'il produit finalement. Et à côté de cela, est-ce que c'est une exception dans sa génération d'acteurs et d'actrices aussi? Oui, bien sûr, c'est une exception. Je réponds d'abord à la première dimension. Il a deux revanches personnelles biographiques à prendre. Brad Pitt, c'est par rapport à son Missouri natal. Et une fois encore, il faut bien se souvenir d'où il vient. Brad Pitt, il vient de la Bible Belt. Il a grandi en allant au catéchisme à l'église tous les dimanches, en priant tous les jours. Et c'est quelqu'un qui, en fait, a développé, probablement au contact du cinéma, une très, très grande curiosité. Et donc, un très grand appétit pour la découverte et pour le monde. C'est si bien qu'il est devenu, au-delà d'un acteur hollywoodien qui est allé en France et qui a défendu le cinéma indépendant, c'est un acteur qui est extrêmement sensible à l'art des autres. C'est un acteur qui est fan d'architecture, qui a investi dans l'architecture. C'est un acteur qui se met à la sculpture. C'est un acteur qui est extrêmement sensible à l'art. C'est un vrai artiste, en fait, Brad Pitt. Et d'autant plus qu'il connaît ses limites, ce qui est très rare chez les artistes. Et donc, il a ses revanches à prendre et ça finit par infuser un petit peu sa filmographie. Et puis, la deuxième chose qu'il faut prendre en compte quand on finit par comprendre dans les années 2010 qu'il s'adresse aussi un petit peu à l'Amérique, notamment son Amérique à lui, celle du Midwest, vient du cinéma des années 70. Lui, c'est vraiment ce cinéma-là, c'est-à-dire le cinéma qu'on a appelé, tu sais, le Nouvel Hollywood, infusé de contre-culture, même si c'est un petit peu simpliste de le présenter comme ça, mais en tout cas qui s'est énormément posé de questions et qui s'est énormément regardé dans un miroir, surtout, en tant que reflet de l'Amérique, le cinéma des années 70. Et ça, il en a gardé quelque chose, Brad Pitt. Brad Pitt, c'est pour ça qu'il travaille avec David Fincher, c'est pour ça qu'il travaille avec Quentin Tarantino, c'est pour ça qu'il travaille avec des cinéastes, Andrew Dominik, qui aiment énormément interroger la mythologie du cinéma américain et de manière connexe la mythologie américaine. Puisque tout cela est tramé, bien évidemment, puisque l'Amérique est un pays qui s'est bâti dans le reflet que lui tendait Hollywood. Et donc, Brad Pitt est très conscient de ça. Donc forcément, il y a des échos entre les films qu'il a produits notamment et un regard qu'il peut porter sur l'Amérique. Parce qu'une fois encore, n'oubliez jamais qu'il vient du cœur, j'ai même envie de dire de manière un peu vulgaire, du américain, il vient vraiment de là. Et d'ailleurs, il a jamais réussi à s'enlever l'accent du Missouri, à savoir son Missouri duquel il ne s'est jamais désencroté, même dans sa langue. C'est qu'en fait, la première blague de Inglourious Basterds, c'est le recrutement de Brad Pitt pour son rôle. Parce que Inglourious Basterds, c'est l'histoire d'une infiltration en Europe
d'Américains qui ont pour mission de tuer Hitler. Comment? En étant sous couverture. Mais en couverture de quoi? Linguistique. Ils parlent allemand, ils parlent italien, ils parlent un anglais british parfait, ils parlent français. Tous. C'est pour ça qu'il y a Christophe Waltz, c'est pour ça qu'il y a Michael Fassbender. Parce qu'ils sont extrêmement... ils ont une plasticité de langue et une capacité polyglotte incroyable. Ce qui n'est absolument pas le cas de Brad Pitt. C'est la première blague, c'est le premier gag d'Inglourious Basterds, c'est que le chef de tous ces polyglottes-là ne maîtrise pas ne serait-ce qu'un autre accent de l'Amérique. Brad Pitt, il ne sait même pas faire un accent de New York. Il ne pourrait même pas jouer un New-Yorkais de manière crédible, Brad Pitt. Et ça, c'est une grande blague de sa carrière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Brad Pitt n'a jamais aussi cessé de s'adresser à son Amérique à lui, celle du Midwest, celle du trou du cul du monde, en fait. Et donc, c'est là qu'il finit forcément toujours un petit peu par entretenir un dialogue avec l'Amérique. Ça, le fait qu'il vienne des années 70 et d'un cinéma très réflexif et notamment qui regarde qui ose confronter l'Amérique dans un miroir et d'un cinéma et qui vienne lui-même du centre de l'Amérique. Bon, ben voilà, si vous faites l'addition des deux, vous comprenez qu'il va forcément finir par entretenir un propos et que c'est lui qui produit 12 Years a Slave, c'est lui qui produit des films assez corrosifs sur l'Amérique et son conservatisme. Donc, de là à dire que Brad Pitt est un progressiste, je n'irai pas jusque-là. Je pense que Brad Pitt est profondément apolitique. Mais, en tout cas, il avait une revanche à prendre par rapport à son pays natal. Et notamment la Bible Belt. Et pour revenir, oui, aux trajectoires de carrière en comparaison avec Tom Cruise et Johnny Depp, en fait, ce qui est intéressant, c'est de constater, prenons Tom Cruise par exemple. Tom Cruise est très vite repéré comme étant un grand acteur et même un bon acteur. Si bien que dès le début des années 90, il se dit pour parachever ce chef-d'œuvre de jeune carrière, alors j'ai même pas 30 ans, il faut que je me mette à travailler avec à collaborer avec des grands cinéastes. Ça, il le comprend, Tom Cruise. Et d'ailleurs, il va être très très bon. Enfin, je veux dire, Eyes Wide Shut est un chef-d'œuvre des années 90 et même des 30 dernières années. Et notamment parce que Kubrick a travaillé avec Tom Cruise et a obtenu de Tom Cruise des frémissements qu'on ne lui avait jamais connus auparavant. Tom Cruise, très très vite, à 35 ans, devient immense star, immense acteur. Star acteur, c'est-à-dire comédien. Johnny Depp, très vite, est repéré. Johnny Depp, il a l'âge de Brad Pitt aussi. Hein. Il est repéré pour ses qualités de jeu. Qui, selon moi, était un peu exagéré, en fait. Mais il est repéré pour ses qualités de jeu. Il est repéré chez Tim Burton. Et encore, à l'époque, une image d'espèce de super auteur, un peu possiblement digérable par les blockbusters, mais qui est quand même un auteur. Et donc, il est nimbé aussi de cette espèce de réputation presque d'acteur du cinéma indépendant. Brad Pitt, pas du tout. Brad Pitt, c'est une poupée Barbie quand il arrive dans les années 90. Donc, il a cette image-là à pilonner au marteau-piqueur. Lui, quand il arrive dans les années 90, dans des gros films très porteurs commercialement, comme 7 ans au Tibet, Joe Black, Seven, qui est très bien, mais qui est porteur commercialement, on le cantonne encore à cette image-là. Donc, en fait, la suite de sa carrière ne va jamais cesser d'essayer de démentir cette erreur profonde, qui est celle de l'idée qu'il est un acteur un peu superficiel et un peu écervelé et un peu simplet. Ce qui n'était pas le cas de Johnny Depp. Alors que moi, je pense même, alors ça va être alors je vais m'attirer les foudres de tous les fans de Jack Sparrow, mais je pense non seulement que Johnny Depp n'est pas un si grand acteur que ça, mais je pense même que Johnny Depp est une des pires carrières de sa génération. Je repère très peu de très bons films de Johnny Depp, là où je repère au moins 4 chefs-d'œuvre, voire 5 chez Brad Pitt, et qui a aussi des chefs-d'œuvre chez Tom Cruise. Donc voilà, la grande différence entre tous ces acteurs, c'est que Brad Pitt a eu beaucoup plus de choses à prouver, beaucoup plus longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai répondu à ce comparatif. Alors, je rappelle que le film sera diffusé sur Arte le 16 octobre prochain. Et j'aurais bien voulu, même si on l'a évoqué en 40 minutes, on a parlé du film, même si on a fait des digressions, mais ça m'intéresserait parce que la dernière fois qu'on a discuté, je me souviens, derrière toi, il y avait comme ça un assemblage de post-it. Donc, tu étais en train de travailler sur la structure. Et tu sais que j'aime beaucoup poser cette question parce que je trouve qu'elle est fondamentale, la forme. Et je sais que la forme chez toi chez Thibaut et toi est importante. Je voudrais connaître cette structure. Comment se lancer dans cette histoire, comment capter tout cela, comment créer une structure. Et ça m'intéresserait la structure de ce film. Oh bah là, on est dans des pures techniques narratives. Hein. Vous racontez une histoire. En fait, c'est ça. Les documentaires de 52 minutes sur des acteurs, ce sont des portraits qui donc vont raconter une histoire. Donc, il y a un début, un milieu, une fin, une progression. Et dans cette progression, vous devez stimuler votre spectateur par des questions qui vont
ou par des enjeux et des problématiques. C'est pour ça qu'on commence souvent un film par poser des questions, un film documentaire de portrait comme ça, par poser des questions. On pose des questions qui vont essayer de le faire rester dans son écran tout simplement. Donc je disais tout à l'heure, il faut toujours moi c'est ma conception à moi personnelle, Adrien Desnouettes, je pense qu'il faut partir du plus évident. Il faut partir du plus évident et surprendre par l'évidence. Tiens, un docu sur Brad Pitt sur Arte, qui est une chaîne qualitative, ça me surprend. Peut-être qu'ils vont nous apprendre quelque chose d'emblée. Non, pas du tout. Moi, d'emblée, je vais vous montrer que Brad Pitt, c'était une Barbie dans les années 90. Et en fait, je vais vous surprendre de par cette approche très frontale et très décomplexée du phénomène Brad Pitt. Ben oui, on va vous parler d'une blonde, en fait. On va vous parler d'un acteur qui a été filmé comme une femme dans les années 90. Ça, c'est un aspect sur lequel on n'a pas pu revenir, mais en fait, tout ce qu'on montre des années 90, c'est que Brad Pitt, la présence de Brad Pitt à l'écran dans un film, c'est toujours une présence qui est filmée comme une présence féminine. Vous savez, l'objet de désir dans un film ou dans une scène érotique ou dans une scène d'amour ou une scène de sexe, traditionnellement dans l'industrie binaire hétérosexuée d'Hollywood, c'est toujours la femme qui est l'objet de désir et c'est l'homme qui regarde. Mais si vous regardez tous les films de Brad Pitt, et depuis son apparition dans Thelma et Louise, très importante son apparition dans Thelma et Louise. C'est ce que vous dites dans le film. C'est ce que vous dites dans le film. En fait, c'est Gina Davis qui regarde Brad Pitt comme l'objet de désir. Et en fait, toutes les années 90 ne vont jamais cesser de filmer Brad Pitt comme une femme. Regardez tous les films des années 90 où on regarde Brad Pitt dans une scène d'amour, c'est toujours la femme qui le déshabille. C'est toujours la femme qui le regarde. C'est toujours la femme qui devient en fait dans le rôle du regardeur. Et ça, c'est très intéressant. Non pas que Brad Pitt en s'en soit voulu ou n'ait pas aimé ça, mais simplement il a joué avec ça. Et le film qui joue le plus avec ça, c'est évidemment l'un de ses chefs-d'œuvre, Fight Club. Parce que cette fois-ci, il est regardé par un homme, sous-texte très intéressant, et surtout, il assume d'être ce produit de consommation qu'on ne cesse jamais de montrer comme une espèce de sculpture parfaite. Tu revenais à cette perfection du début, cette perfection qui n'existe pas en fait. Fight Club est un film auto-démystificateur, auto-chambreur, une très grande comédie auto-chambreuse que j'adore pour ça. Et que j'adore parce que Brad Pitt est dedans. Donc pourquoi j'en arrive à là? J'ai beaucoup dévié. Oui, la forme. Mais donc, il faut semer tout ça très très vite. Et donc, vous écrivez sur des post-it tous les moments de sa carrière et vous essayez de recomposer le puzzle pour à la fois ne pas rendre ça trop linéaire, rendre ça quand même biographique, donc suivre un petit peu la courbe de sa carrière, et en même temps créer des stimulations d'étonnement. Tiens, ils partent tout de suite du glamour. Qu'est-ce qu'ils vont nous en dire? Tiens, je ne savais pas qu'il venait de cette Amérique-là, on la portraiture. Tiens, je ne savais pas qu'il était cinéphile. Et c'est pour ça qu'on réserve une grande place à l'apparition du cinéma dans son enfance. Une place tonitruante qui arrive avec une espèce d'explosion. Tout ça, c'est du storytelling, en fait. C'est le documentaire de portraits de type Arte, tel qu'on les fait avec Jim Carrey et Brad Pitt. Ça se rapproche beaucoup plus, en fait, de la biographie et du livre, d'une histoire qu'on raconte, que d'un film de cinéma. Je veux dire, alors, moi, je dirais même que c'est un mélange, mais je dirais même moi en tant que critique, c'est un mélange entre le portrait écrit type biographique et l'essai de critique. Parce que moi, c'est un petit peu ma valeur ajoutée, je fais quand même de la critique là-dedans. Par exemple, si je passe beaucoup de temps sur Fight Club, c'est pour démystifier Fight Club et montrer ce dont il parle vraiment, mais surtout montrer ce qu'il met en scène. C'est ça le travail du critique, c'est de s'intéresser à la mise en scène. Or, si vous regardez le film qu'on a fait, je pense que c'est l'une de ses qualités. C'est pourquoi d'ailleurs les retours qu'on a nous disent « Ah là là, mais qu'est-ce que c'est cinéphile ?» Alors bien sûr, c'est cinéphile parce que Brad Pitt est cinéphile, mais c'est surtout cinéphile parce qu'on vous montre des choses qui ont trait à de la mise en scène. On vous montre comment Brad Pitt devient une superstar parce qu'il a été filmé par Ridley Scott. Parce que Ridley Scott l'a modelé presque comme une statue. Il lui a aspergé du spray Evian. En fait, il l'a modelé vraiment comme on modèle un David de Michel-Ange. Et donc, Fincher hérite de ce David, et qu'est-ce qu'il va en faire de ce David? Eh bien, il va le détruire, avec le consentement du David qui nous dit « Bah alors là, fais ce que tu veux, ta carte blanche, fous-toi de ma gueule, il n'y a aucun problème. On fait ce qu'on fait, on fait ce que tu veux, on fait le plus trash. » Et tout ça, c'est de la mise en scène. Et tout ça, on le montre. Donc, on raconte une histoire, la dimension biographique, une biographie. Et en même temps, on analyse la mise en scène pour vous montrer comment cette histoire, en fait, est indémêlable de phénomène de cinéma, donc de mise en scène. Parce que Brad Pitt, c'est d'abord une présence qu'on a envie de mettre en scène. Et donc là, c'est de la critique. C'est à la fois une espèce de portrait biographique et d'essai critique. Et c'est pourquoi ça n'est pas du cinéma. Parce que du cinéma, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut préciser d'ailleurs à nos auditeurs, à tes spectateurs, je ne sais pas comment on appelle ça sur YouTube, les youtubeurs. Non, youtubeur, c'est toi qui es youtubeur. Il paraîtrait, ouais. Dans les spectateurs, je dis. Ouais. Les deux personnes, quelqu'un qui veut nous écouter, il faut préciser que ça n'est pas du cinéma ce qu'on fait. Ça relève beaucoup plus, presque
d'un livre, en fait. On raconte une histoire, on raconte. C'est de la littérature par l'oralité, mais ça reste de la littérature. Hein. Pourquoi ça n'est pas du cinéma? Parce qu'on n'a que des images d'archives. Et donc, je n'ai rien mis en scène avec Thibaut. On n'a rien mis en scène. On a raconté, agencé, monté, éclairé des choses en biographe, en critique, mais pas du tout en metteur en scène. On ne fait pas de mise en scène. Donc, c'est du documentaire qui est en fait du storytelling. Donc, la structure, c'est des post-it sur un mur et on essaie de rendre ça le plus fluide, narratif et le plus signifiant possible. Mais c'est juste raconter une histoire. On est des conteurs avec des images, en fait. Et ça fonctionne très très bien en tout cas. C'est diffusé le 16 octobre et c'est sur Arte. Et vraiment, je vous invite à regarder cet éclairage assez intéressant. Mais si vous connaissez les travaux déjà d'Adrien Desnouettes dans le livre et avec Thibaut Sèvres en matière de film, je pense que vous ne serez pas surpris. Merci beaucoup, Adrien, encore une fois, d'avoir pris ton temps pour revenir sur un de tes films. Allez, je peux pas ne pas poser la question. Est-ce que tu réfléchis à autre chose là prochainement? Ah bah, je fais plus que réfléchir. Je suis en train de terminer un petit livre Ah, Rire en France, que j'appelle pour rigoler mon petit livre noir, parce qu'il est très très corrosif et il est très agressif même. Et voilà. Je ne sais pas du tout si on se verra à cette occasion sur le livre, parce que le cinéma n'est vraiment... Il est abordé, mais de manière... voilà, parmi d'autres arts, parce que je parle surtout beaucoup du stand-up, beaucoup de sport, beaucoup de plein de choses où le rire s'est infiltré. Et donc, je ne sais pas si ça aura sa place sur cette chaîne-là, mais en tout cas, je te l'enverrai bien sûr avec plaisir. Et puis, après ça, je reviendrai peut-être au cinéma, mais on verra. J'ai plein d'idées en tête. Je traverse une période assez créative de ma vie, donc j'entends bien en profiter. voilà, c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup, Adrien. Je répète, le 16 octobre, Brad Pitt, La revanche d'un blond. Et c'est réalisé par Adrien et Thibaut Sèvres et c'est écrit par Adrien Desnouettes. Merci en tout cas à toi. Je te remercie aussi, excuse-moi Samir, mais je te remercie de m'inviter à chaque fois dans cette émission. Je suis très heureux d'être là parce que c'est agréable de pouvoir se lancer dans des tunnels comme ça pour pouvoir en fait préciser et dire le plus de choses possible. C'est rare, YouTube sert à ça et je te souhaite bien du courage et du succès. Merci à toi. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.